Ça ou ça? Ça dépend. Quel genre de femme tu veux être? Pas chic, le petit muffin top. Ça a-tu fini de me shamer? Est-ce que ça te tenterait d'être consultante sur ma série? Sûr que oui, voyons donc. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Mon invité cette semaine, et non le moindre, Georges Larac. Comment ça va, mon beau Georges? Ça va super bien, avec quoi neuf? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais ça. Là, il faut que je vais ouvrir. J'ai pas le choix d'ouvrir l'entrevue avec l'expérience. On va parler d'une expérience qu'on a vécue ensemble. J'avais fait, moi, à l'époque, un documentaire avec sur les bagarres, les commotions, avec Louis de Beaumont, qui était à l'hôpital Sacré-Cœur. Et j'ai essayé au fil des années d'avoir d'anciens hockeyeurs pour faire les tests, pour savoir justement les effets des coups pour des bagarreurs comme vous au cerveau. André Roy est allé jusqu'au bout du processus, puis finalement, puis on peut le comprendre aussi. C'est pas évident, tu veux pas nécessairement savoir non plus si ta vie va bien. Et je m'étais assis avec toi en me disant bien que, tu sais, malheureusement, vie de bagarreur, c'est pas facile. Puis tu m'as dit oui tout de suite. Ouais. T'es comme, dans quoi il s'embarque? Dans quoi il s'embarque? Non, tu vas voir, je vais le passer le test. Comme... Honnêtement, j'étais sceptique, puis un peu inquiet pour toi, mais en même temps, bon, si t'as pas peur de la vérité, on s'était rendu au bureau de Louis de Beaumont, t'as fait tous les tests possibles et imaginables, ça a duré une couple d'heures. Ouais. Et finalement, on a eu les résultats ensemble. C'était pour un reportage dans la presse. Ouais. Écoute, Louis de Beaumont t'a dit que tu avais un cerveau quasiment de bébé. Ouais. Oui, OK. C'est fou, hein, après. Puis que tu étais plus allumé même que la moyenne après cette carrière-là. Ouais. Plus de 200 combats professionnels. Puis je m'en souviens qu'on avait fait les tests. Tu m'avais dit, t'es sûr que tu veux le faire? Parce que les autres, le deal, si on le fait, tes résultats sont publics. Tout le monde va savoir. Mm-hmm. Puis moi, à ma mémoire, j'étais là. Ben, tout le monde dit toujours qu'ils n'ont jamais eu de commotion, tu comprends? Mais moi, j'en ai jamais eu pour vrai. Puis je pensais à ça, puis je me disais, moi, je me sens tellement bien. Je suis sûr que j'en ai jamais eu. J'ai jamais pensé aux conséquences de si, admettons, qu'on aurait vu quelque chose de négatif, ça aurait été public. Puis là, le monde le saurait. Admettons, tu veux travailler, tu vas faire des choses, mais je me sens tellement bien que j'ai dit, let's go. Puis effectivement, même moi, j'ai été surpris de savoir à quel point mon cerveau est en santé. Écoute, c'est là que j'ai réalisé mon erreur. Il aurait fallu que je demande à ceux qui t'ont affronté au lieu de te demander à toi. Mais t'as pas dû perdre beaucoup de combats. Non, mais l'affaire... T'as-tu eu des coups vraiment qui t'ont fait mal? C'est que l'affaire dans ça, c'est que c'est pas juste... Perdre de combat, c'est se faire knocker. Se faire knocker que tu perds un peu conscience. Ça m'est jamais arrivé. Tu sais, tu peux regarder des combats puis tu peux te dire, j'ai peut-être pas eu le dessus là-dessus, mais j'ai jamais mangé de coups qui m'ont knocké. Puis ça, c'est les coups qui te knockent, qui causent des saignements au cerveau. Puis c'est pour ça que, tu sais, mes combats, l'affaire, c'est que je me souviens de tout, mais tu peux me nommer n'importe quelle personne, puis je me souviens du combat, qu'est-ce qui est arrivé. Encore aujourd'hui, des combats que, si tu reviens 20, 30 ans en arrière, là, c'est fou quand tu penses à ça. Puis si je suis capable de faire ça, ben je sais que mon cerveau est en santé. Parce que les choses sont arrivées quand même il y a longtemps. Je me souviens de chaque combattant avec qui je me suis battu. Puis si tu me donnes son nom, je vais pouvoir te dire quelle équipe. Puis quand même, c'est arrivé. C'est fou quand on pense à ça, là. Ça te dit à quel point que je sais que mon cerveau est en santé. Et je recevais Patrick Côté il y a quelques semaines ici. Puis il me disait que c'est probablement la constitution physique, la nuque ou les trucs qui font que tu peux mieux encaisser. Toi, ça vient d'où ces gènes-là, ma foi? Je mangeais pas vraiment de coups, vraiment. Si tu regardes mes combats, la portée que j'avais, puis c'est vraiment la technique. C'est plus la technique qui faisait en sorte que... Parce que j'ai jamais été un gars... Tu sais, les gars qui se tiennent, qui se battent toe-à-toe, là, que tu donnes un coup d'en face, j'ai jamais fait ça. Moi, c'est vraiment garder le gars à distance, puis si je mangeais des coups, je diminuais l'impact dû à la façon que je tenais le joueur à portée. Donc, le coup que je recevais était pas un coup qui avec full force. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça que, tu sais, c'est pas que on n'est pas une famille, il y a personne qui se bat, là.
C'est pas ça, là. Tu sais, tout le monde était vraiment... Mais je parle pas de génétique d'une gang de Ouais. bagarreurs. Je parle d'une génétique physique qui fait que Ouais. tu peux mieux encaisser. Non, c'est même pas ça, je vais te dire. C'est pas une question d'encaisser parce que j'ai pas vraiment mangé tant de coups que ça. Fait que je te dirais que c'est même pas une affaire d'encaisser. Maintenant, dans ta carrière, tu sais, dans les médias, tu n'es pas contre les bagarres, évidemment. Tu penses que c'est encore important. Puis là, je sais que tu es compétitif puis que tu n'as peur de rien. Tu es venu faire les tests, fait que je vais quand même t'en poser une difficile. Ton fils est un bon joueur dans les rangs juniors. D'ailleurs, Snake Boisvert en a parlé. Oui. Puis je t'avais envoyé le clip, là, puis il y a un potentiel réel. Et lui, s'il avait une carrière comme la tienne, qu'est-ce que ça ferait au cœur de papa? OK. Il s'est battu 3 fois cette année. Et je suis content que ce soit juste 3 fois. L'affaire là-dedans, c'est qu'il est 6 pieds 5, 220. Dans le junior, c'est un des plus gros, même s'il avait 16 ans. Les 3 fois, ça a super bien été. Et c'est pour ça que c'est juste arrivé 3 fois. Je suis content que dans le junior, il se fera jamais mal. C'est impossible. Il est trop gros. La Ligue nationale a tellement changé, mais tellement gros et fort que il n'y aurait jamais le même rôle que j'avais dans le temps parce que les combats ont énormément changé. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Fait que je suis pas nerveux junior, mais disons que dans la Ligue nationale, s'il se rend là, on verra s'il se rend là qui va rester dans la Ligue, mais étant donné que je connais pas mal tous les gars qui sont dans la Ligue, puis j'entraîne pas mal beaucoup d'entre eux qui sont là, je peux te dire qu'avec ce que je sais de ces gars-là, mon gars va être correct. Oui. Mais tu sais, comme papa, là, ce serait pas mieux une ligue où, disons, tu te bats et tu sors du match, là, tu sais, qu'il y en ait moins, puis que... Puis tu sais, tu as eu une belle carrière, tu serais pas là sans tout ça. Mais Mathias, il y en a déjà quand même moins. Il y en a moins. Tu sais, ça a changé énormément. Ouais. Là. Puis ça va continuer à changer. Tu sais, tu regardes le hockey, comment ça a changé aujourd'hui. Les arbitres rentrent plus vite. Si un joueur est dans le trouble, il n'y a plus personne qui se bat 10 à... Moi, je me battais en moyenne 15 fois par année. Il n'y a plus personne qui fait ça. C'est sûr. Ça a changé, c'est plus comme ça. Puis vu qu'il n'y a plus de gars qui sont là juste pour ça, si ça arrive avec mon gars, parce que c'est quand même si Marc Début, c'est un gars comme un gars physique, que ça peut arriver pareil. Marcus, Ouais, pour le nommer. j'ai moins peur pour lui si c'est pour arriver que dans mon temps. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est un joueur physique, je vais jamais le dénaturer. S'il réussit, ça va faire partie de sa game comme Tkachuk, comme Brady Tkachuk, quand il joue, il est physique. Mon gars, il va toujours marquer des buts, il va être physique, puis des fois, il va me battre, comme Lindros faisait. Puis je dis pas que c'est un futur Lindros au Tkachuk, mais c'est juste que des gros gars physiques, des fois, ça l'arrive, puis tu gères quelqu'un, tu réponds à tes actions, mais je vois, pour vrai, j'ai aucune, étant donné que je suis son coach, j'ai aucune nervosité à ce qu'il soit prêt quand ça va arriver, si c'est pour arriver. Sa sœur jumelle, ta fille, dont le nom, rappelle-moi le nom. Milena. Ouais. Est-ce qu'elle joue encore au hockey? Oui, elle va faire qu'elle fasse une décision entre le handball, le hockey, le rugby, puis le flag football. Dans les 4, elle joue élite, elle est excellente. Puis là, il y a déjà l'université qui l'approche. Et elle cherche une université dont elle peut faire deux des sports. Wow. C'est impossible de faire les 4 par rapport à la cédule, mais elle excelle vraiment. Là. Puis d'avoir un scholarship dans ces 4 sports-là, c'est vraiment incroyable. C'est fou comment mes enfants ont ma génétique. Ma fille a presque 6 pieds, mon gars est 6 pieds 5. C'est des athlètes. Ils avaient quel âge quand t'as quitté Edmonton? Oh, quand j'ai quitté Edmonton, ils n'étaient pas nés. OK. Ils n'étaient pas nés parce que ils sont nés en 2009. Ils sont nés où? À Montréal. Ils sont nés à Montréal. Avec le Canadien. OK. Oui, ils sont nés en 2009. Puis après ça, la mère est retournée vivre à Edmonton avec les jumeaux. Mais ils sont nés en 2009. Alors, OK, ta blonde, tu l'as rencontrée à Edmonton? Oui. Vous êtes déménagé à Montréal? Oui, exactement. Puis là, elle est retournée à Edmonton. Ouais. Comment tu as réussi à combiner tout ça puis à jouer ton rôle de père à distance? Ça doit demander une gymnastique incroyable. Pour vrai, non, parce que
ta job, c'est de jouer au hockey. Tu sais, puis il y en a beaucoup des gars dans une saison qui ont des familles, ont des enfants. Et c'est comme comprendre que la job numéro 1 qui t'amène, tu sais, tu payes sur la table à la maison, c'est le hockey, c'est le sport. Et tu dois rester concentré et rester entraîné parce que du jour au lendemain, si tu performes plus, tu peux être jeté dehors. Tu peux être échangé. Quelqu'un peut prendre ta place pour chaque entraînement. Fait que c'est pour ça que la priorité est toujours le sport numéro 1. Fait que pour tous les joueurs qui ont des familles, tu sais, des fois, mais t'apprends à gérer avec ça. Ça fait partie d'être une carrière, d'être un professionnel. Puis après? Parce que là, tu sais, t'es très proche de tes enfants et tout ça. Comment t'arrives à... Ben après, elle habite là-bas. Je suis plus avec la mère depuis très longtemps. Depuis pratiquement leur naissance même. Et je descendais souvent à Edmonton pour aller les voir les fins de semaine. L'été, ils passent la moitié de l'été avec moi à Montréal. Et puis, tu sais, je suis sûr qu'avec le téléphone, FaceTime, je les parle constamment. Mon gars, maintenant, qui joue dans WHL à Seattle, j'ai descendu beaucoup là-bas pour aller le voir. Ma fille, là, maintenant, c'est plus de voyagement parce qu'elle est à Edmonton. Je vais la voir jouer à Edmonton. Après ça, je vais aller à Seattle. Ouais. Fait que j'ai voyagé énormément. Tu sais, j'étais un air freaking flyer, tu sais, un elite flyer, comme on dit, parce que je suis toujours dans les airs. À quelle toujours en fréquence avion. tu y vas? Je prends l'avion au moins une 20aine de fois par mois. Par mois? Ouais, non, excuse-moi. Par année. Excuse-moi, par année. 2 fois par mois. Et boy, j'étais comme genre, non, ben t'es freaking Non, flyer, excuse-moi. Là, t'es tout le temps dans les airs, puis c'est vrai, mais là. tu sais, l'affaire, il faut pas oublier, à Edmonton, c'est 4 heures de vol. Puis à Seattle, c'est 6. Ouais. Parce que, tu sais, je connecte à Vancouver, puis après ça, fait que c'est c'est plus long là qu'aller à Cancun, là. C'est comme, tu sais, c'est plus cher à Edmonton qu'aller en vacances. Mais là, ça doit être cher aussi parce que t'as pas le choix d'être en classe affaires. Ouais, parce Tu que. peux pas avoir un middle seat à ta... Exact. Ouais, je sais pas. Après ça, je vais débarquer. C'est pas un caprice, je vais être là. content. Mais non, mais c'est t'sais. parce que, vu que le vol est. Si je vais à Toronto, ça me dérange pas. Mais ces vols-là de 4-5 heures, après ça, je vais débarquer, je vais tout être congestionné. Ben, oublie ça. puis c'est pas juste pour toi. Si disons que tu voyages économie, puis la personne te voit arriver, puis elle espère que tu t'assois pas là parce que ça va être serré. Il y a des fois quand que, tu sais, il y a des vols que je suis, tu sais, quand tu peux prendre un vol plus tôt, puis là, je vais condamner mes sièges business pour en arrière. Quand j'arrive, quelqu'un là, je vois leur face. Puis je le sais, là. Ils sont comme... Oh. Tu sais, même déjà un gars qui m'a dit genre, je t'aime bien, mais tabarnak, que t'es trop large. C'est vraiment drôle, mais tu sais, c'est rare. Tu préparé mais... ta petite phrase, genre, dire, je le sais. Non, mais je ris, moi, ça me fait, tu sais, c'est l'attitude que t'as par rapport à ça, tu sais, je le sais, là, comment ils sentent. Fait qu'au lieu de créer un malaise, je ris tout de suite, puis on en parle déjà tout de suite pour briser l'accès. OK. Ouais. Écoute, t'as une personnalité, je te dirais, fascinante. Parce que non seulement tu as eu la détermination de te rendre dans la Ligue nationale, mais tu touches à tout ce que tu peux toucher. Tu sais, juste les enfants, un exemple, quand ils viennent l'été, tu organises un camp. Ouais. Puis ça coûte... Écoute, ça coûte cher. Ouais. Puis là, tu loues l'autobus, la maison, tout, là. Ouais. Non, mais je me sens tellement privilégié à la Ligue nationale que à chaque été, tu sais, à Brossard, je loue la glace pour le mois d'août au complet. Puis, tu sais, je donne la glace à des jeunes, Ils sont pas juste à combien mes de enfants. jeunes, là? Ils habitent tous à la même place, là? Ouais, ça, je l'ai fait un été que j'ai pris tous les jeunes qui restaient avec moi. Ça a coûté 100 000 cet été-là. Wow. Écoute, j'ai nourri 8 jeunes. J'ai loué une maison parce que chez nous, c'était pas assez grand. J'ai loué une mansion pour que les filles soient dans le sous-sol, les gars en haut, puis il fallait que je fasse la police pour qu'il arrive à rien. Puis déjeuner, dîner, souper, 8 enfants que je devais nourrir. J'ai payé le training pour les 8 enfants. Au gym, le personal training de ces 8 enfants-là. Toutes les activités. Tu sais, on allait au cinéma, ça coûtait 300-400, là. 8 enfants, la bouffe, puis tout ce qu'ils voulaient. Ouais. À chaque fois que tu vas souper, moi, j'ai pas fait à manger une fois, là. Pas une fois. On allait toujours au resto. Va au resto pendant 6 semaines pour 8 personnes, déjeuner, dîner, souper à tous les jours. Puis là, j'ai loué un mini... Avec toi, en plus, comme mangeur. Oui, puis un mini-bus que j'ai loué, parce que les stacks de hockey, tout, fallait que je loue un mini-bus. C'était fou, là. Ils vont jamais oublier cet été-là. Puis les parents de ces jeunes-là étaient comme « Hey, peux-tu refaire ça? » J'étais là. Écoute, quand c'était fini, là, j'avais plus
un once d'énergie en moi, là. Tu sais, j'étais avec eux. Ça me surprend, ça. Ouais, mais Ça Vic, t'arrive? Ouais, mais avec 8 enfants à ma charge, pendant 6 semaines, j'étais, du moment qu'on se lève à ce qu'on se couche, je m'occupais de tout ce qui arrivait. Des fois, s'il y avait de la chicane, s'il y avait tout ce qui arrivait, si quelqu'un avait mal, il fallait aller chez physio, n'importe quelque chose qui va arriver, j'étais là. Il fallait que je m'occupe de tout. Puis, le lavage, à tous les jours, tu sais, laver le stock d'hockey, le stock du training, tout, c'était quelque chose. Puis, mais c'était fun. Puis ta perte d'énergie, ça a duré quoi, 15-20 minutes? Ou... J'avais hâte de dormir, j'avais hâte de me coucher. Qu'est-ce qui fait que ça vient d'où, tu penses, cette passion, cette curiosité-là, cette passion de vouloir presque tout faire? Moi, j'étais un gars qui est hyper actif. Je peux pas rester assis à la maison, écouter la télé, puis pas bouger, rien faire. J'aime ça, avoir des projets, puis tu sais, travailler. Tu sais, j'ai une dizaine de compagnies à ma charge que je suis impliqué, que je travaille. J'adore bouger, j'adore être actif, faire des choses. Tu sais, il y a du monde qui sont bien dans le confort de la maison, rester couché dans le divan, rien faire. Mais moi, il faut que ça bouge tout le temps. Tu sais, il faut toujours que je sois en action, il faut toujours que j'ai un autre projet à faire parce que c'est ça qui me garde vivant. Je trouve ça vraiment le fun, puis de travailler, ça me passionne. Puis en plus, tous les jobs que j'ai, c'est des choses que j'aime, qui me passionnent, donc c'est plus facile à faire. Ouais. Tu sais, des fois, la vie, si tu fais quelque chose que t'aimes pas, c'est pas pareil, mais pour moi, travailler, c'est pas travailler, c'est comme un hobby, disons. Puis c'est pour ça que j'ai toujours aimé ça, ça a toujours été en moi, puis ça te garde jeune, vivant. Tu sais, on dit toujours quand on vieillit, c'est quand t'arrêtes, tu fais plus rien, que là, tes muscles commencent à s'astrophier, puis là, tu commences à avoir mal, puis qu'on a plein de problèmes. Moi, ma mémoire est super bonne. Je fais des pièces de théâtre, je fais plein de choses pour travailler ma mémoire, puis continuellement, puis ça me garde jeune puis en santé. Puis le milieu familial avec tes parents, c'est-tu ça aussi que, j'imagine, ça a eu un effet sur le Georges qui est là aujourd'hui? Ça ressemblait à quoi, ton enfance? Mon enfance, on a grandi à Sorel-Tracy. Puis mon père avait une bonne job, il était ingénieur là-bas. C'est pour ça qu'on est déménagé là-bas d'ailleurs. C'est dans le temps où au Québec, on faisait venir des immigrés pour donner des jobs parce qu'il n'y avait pas assez de travailleurs. Puis lui, il a étudié ici à Polytechnique, puis il est devenu ingénieur, trouvé une belle job à Sorel-Tracy comme ingénieur. Puis ma mère, elle était infirmière à l'hôpital Notre-Dame de Lourdes. Donc, tu as quand même un revenu d'ingénieur puis d'infirmière. Fait qu'on vivait dans une belle maison à Sorel-Tracy. C'est la seule chose, c'est qu'on a vécu dans une ville, qu'on était la seule famille noire. Fait que j'ai vécu beaucoup de racisme, mais quand même... Ils osaient? Oui, c'est quoi le nom de tes parents avant? Eddie, mon père, puis Evelyne, ma mère. Ouais. Fait que, mon père était extrêmement sévère aussi avec moi, mon frère, ma soeur, comment il nous a élevés. À la haïtienne, comme on dit, avec le ceinturon. Puis ma mère, était plus douce, là. C'est mon père vraiment qui était la personne très sévère à la maison. Mais puis mon père voulait pas que je joue au hockey. Ça, c'était le challenge que j'ai eu quand j'étais jeune parce que, tu sais, normalement, je suis sûr quand tu fais plein de livres sur des joueurs de hockey des belles histoires, là, qui comptent leur histoire, puis c'est toujours la belle histoire des parents qui supportaient, qui étaient là. Moi, c'était pas ça, là. Moi, ils voulaient pas que je joue. Fait que tu veux y aller, pourquoi vas-y, ils voulaient ça. pas? Parce qu'il y avait tellement de racisme dans les arénas que lui, il s'est dit que entendre les noms, le monde me traitait du mot en haine, toutes ces choses-là, il pensait que ça allait m'affecter comme être humain, puis j'allais grandir dans la frustration. Fait qu'il voulait pas que je sois exposé à ça. Puis il venait dans une arène, fait qu'il venait même plus à l'aréna parce que ça avait plus de sens. Il l'entendait. Ouais, il l'entendait. Fait que c'est comme quoi, il va se battre quand je joue au hockey mineur. Fait qu'il s'est dit, si tu veux jouer, vas-y tout seul. Il pensait que j'allais lâcher. J'ai été tout seul. Puis quand tu es un enfant à 7-8 ans, tu vas à l'aréna, tu vas 7-8 ans. Tu vas en bicycle avec ton stock sur l'épaule, avec le motocross que j'avais, là, puis je tombais des fois dans la neige. Quand tu joues, tes parents sont pas là. T'imagines-tu les insultes que je peux avoir eues des estrades? C'était fou. Puis mon père m'a fait un pack. Il m'avait dit, si tu veux jouer, tu veux y aller? OK. Là, il a dit, probablement qu'il pensait que j'allais pas jouer, là, quand il m'a dit qu'il allait plus m'amener. Puis il m'a dit, si on voit que ça t'affecte, on t'enlève. Fait que des fois, quand j'arrivais le soir, quand tu fais traiter le mot en haine tout le long, je pleurais dans mon oreiller, mais il fallait pas qu'il me voie parce qu'il m'a enlevé. Il fallait que je montre que j'étais fort, que ça m'affectait pas. T'imagines le front comme enfant que je devais avoir pour pas qu'il voit que j'étais affecté des insultes que j'avais. Puis moi, les insultes que j'avais, c'était tough, là, parce que j'avais personne pour me donner un réconfort. Mais ce qui m'a sauvé pour mon rêve, c'est le livre de Jackie Robinson parce que
à 10 ans, quand j'ai découvert le livre, la version pour enfants de Jackie Robinson, puis j'ai vu par quoi il passe au travers pour se rendre dans le baseball majeur, puis comment tout le racisme, il l'a canalisé en énergie positive pour son sport, puis c'est défilé dans son sport à la place. Ça m'a aidé énormément. Puis après, quand les gens m'insultaient, ben j'étais comme, genre, c'est normal, ça fait partie du processus pour la Ligue nationale, comme Jackie. Fait que pour moi, c'était comme, OK, c'est normal, ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Si le monde me dit rien, c'est parce que je suis pas bon. Quand je me fais insulter, c'est parce que je suis meilleur qu'eux, ils sont jaloux. Puis j'ai toujours mis ça dans ma tête. Puis quand j'ai passé à une nationale, j'ai remercié mes dénigreurs parce qu'ils m'ont donné une force additionnelle pour avoir percé. Mais pourquoi tu voulais jouer au hockey à ce point-là, à 7-8 ans, alors que c'est un milieu qui n'était pas évident? Puis c'est parce pas que je le... Au contraire, ça a bien donné, mais dans ta tête d'enfant, là, c'est quoi, là? Juste te dire, à 15 ans, j'avais 3 choix. J'ai été drafté junior major. Je pouvais jouer au football. Je jouais pour Danny Machocha. Puis c'était sûr que j'avais un scholarship au football. Puis je jouais au soccer, les 3 niveaux élites. Je devais faire un choix entre les 3 sports. Et le hockey est même pas mon sport préféré, c'est le 3e. Le soccer est numéro 1, football américain 2e, le hockey 3e. La raison pour laquelle j'ai resté dans le hockey, c'est parce que toute ma vie, on a dit que je ne pouvais pas faire ça. Mes parents ont dit que je ne pouvais pas faire ça. Le monde à Sorel me traitait du moins haine puis disait que j'allais pas réussir. Je me suis tellement fait dénigrer que je me suis dit, je suis un Africain-Américain. Si je prends le chemin facile, comment je vais faire pour inspirer d'autres Afro-Américains qui ont des rêves? Il faut que je sois une personne qui ose, qui fonce pour inspirer les autres aussi. Fait que j'ai pris le chemin le plus difficile, le chemin que personne disait que j'allais réussir quand j'étais jeune. Sinon, j'aurais vécu tout ce racisme pour rien. Toutes les fois que j'étais dans le bicycle, dans la neige avec le stock sur le dos, tout ce que j'ai fait. Pourquoi que j'essaye pas pour voir si je peux leur montrer que, puis même à mes parents qui ont tort. Puis quand j'ai réussi, d'ailleurs, mon père, je me souviens, à un moment donné, il a fait une entrevue, puis il a dit, notre fils nous a donné une leçon. Il nous a donné une leçon, puis ça, c'est incroyable, ça, quand tu regardes ça, tu sais. Des fois, on pense qu'on a besoin d'être un âge mature pour pousser des montagnes. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Fait que si j'ai fait ça, tu sais, les gens aujourd'hui là, qui ont des rêves, qu'est-ce qui est impossible dans la vie? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire, Mathias, aujourd'hui? Tu n'as aucune défaite. C'est quoi, tes amis te disent tu peux pas, tes parents te disent que tu peux pas. Change ton entourage. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Si j'ai fait quelque chose comme ça comme enfant, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, tous les rêves sont possibles. C'est juste, il faut que tu oses, il faut que tu fonces, puis tu y ailles, tu ailles le chercher. Je pense pas aller sur la Lune un jour, mais il y a quand même pas mal d'affaires que... Mais quand est-ce que ton père a accepté? Puis quand est-ce qu'il a recommencé à venir te voir? OK. Ça, c'est drôle parce que mon père, tu sais, plus ça avançait, tu sais, à un moment donné, tu sais, il jouait... Quand j'étais rendu déjà 3, il est peut-être allé 1-2 fois. Junior major, j'oublierai jamais, il est venu me voir une de mes premiers matchs junior major, Jacques Lélin, Saint-Jean contre le Titan de Laval, dans le temps de Michel Therrien, House of Pain et tout. Et je me souviens, mon coach, Normand Flynn, m'avait dit « Georges, tu sais, là, si tu utilises tes points, tu peux jouer dans la Ligue nationale. » Puis moi, c'est mon rêve, là, junior major. Puis j'ai 2 ans junior avant mon repêchage. Première année junior, puis 2e année junior. Fait que ma première année junior, j'ai 16 ans quand je commence l'année. J'ai 17 au mois de décembre. Puis au mois de février, quand je viens juste d'avoir 17 ans, je me bats contre Sylvain Blouin, qui est le putain de la Ligue. Puis mon père, il est venu à cette game-là. C'était à Laval. Puis je me bats avec, puis les gars dans mon équipe me disaient « Fais pas ça, t'es trop jeune, tu sais, c'est putain de la Ligue, tu sais pas comment te battre. » Puis je savais pas comment me battre. Puis j'ai mangé une volée. J'ai mangé une volée ce match-là. Je me bats contre un gars, je sais pas comment me battre. Puis mon père, qui pratiquement regarde jamais mes games, rien, là, celle-là, il est venu. Puis quand j'étais dans la chambre, parce qu'il m'avait comme une veine dans mon nez qui avait pété, puis pas cassé le nez, mais une veine, là. Fait que j'avais une serviette, j'étais assis dans la chambre pour essuyer le sang. Tu sais, je me tenais la face de même. Puis quand mon père est rentré dans la chambre, il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas-tu devenir un homme ou te cacher derrière les jupes de ta mère? Puis tu sais, quand il m'a dit ça, ça m'a tellement mis en crime parce que le gars m'a jamais supporté, jamais. Je suis junior major, puis c'est ça qu'il dit. Pourquoi il t'a dit ça? Parce que mon père, lui, c'est comme... Il a tellement grandi dans la dure en Haïti avec les Duvaliers puis tout ça, que lui, la vie, c'était comme... Il fallait être un guerrier, il fallait se battre, il fallait toujours... C'est paradoxal parce qu'il veut pas que tu joues au hockey. Puis là, ouais, il veut que tu mais te là, battes. il m'a vu, puis là, il était comme... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir un homme? T'sais, il a vu son fils manger une volée.
Tu sais, mon père, c'était comme, non. Puis, ce qui est fou, c'est que ce moment-là m'a tellement mis en crime que à chaque fois que je me battais après, c'est sa face que je voyais. Puis c'est pour ça que j'ai pu perdre ce combat après ça. Après ça, j'étais comme, je me battais contre lui. Tellement que j'étais frustré j'avais jamais oublié ce moment-là. Puis, je me suis jamais battu avec mon père, pour vrai, en personne. Mais là, j'ai jamais oublié ces paroles-là qu'il disait. Puis quand je me battais avec quelqu'un qui avait rien fait, parce que des fois au hockey, tu te bats pour aucune raison, Ouais. c'est sa face que je voyais. Puis là, j'avais envie de tuer la personne. Puis c'est ça qui faisait en sorte que j'étais capable d'être hors de moi. Parce que les gens qui me connaissent, j'ai jamais été une personne violente. Je suis une personne qui rit tout le temps, qui s'amuse. Puis les gens qui me connaissaient avaient de la difficulté à comprendre que j'étais capable d'être un animal. Être un combattant, là, il faut que tu sois capable de sortir de tes gonds parce que c'est toi ou l'autre qui meurt. Là. Puis c'est fou la mentalité qu'il faut avoir quand tu es sur la glace. Puis pour aucune raison, tu tenses tes muscles puis tu es prêt à aller à la guerre. Puis moi, c'était cet aspect-là qui m'a aidé à être capable d'être une autre personne, de sortir de moi pour être capable de faire ce travail-là. Puis, est-ce que tu as pu parler à ton père après? Est-ce qu'il a su ça? Mon père, d'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, il est en dépression pendant 1 an. Après le livre? Oui, après le livre, oui, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses comme ça qu'il ne savait pas. Parce qu'on n'est pas une famille vraiment. Je vais de même que dire qu'en général, les Haïtiens, quand tu élèves des enfants, il n'y a pas beaucoup de communication par rapport aux émotions. Ça, c'est la vieille génération. Moi, je ne suis pas comme ça aujourd'hui avec mes enfants, mais la vieille génération, c'était comme ça. Fait que tu ne disais pas vraiment comment tu te sentais. Puis, il y a une fois, juste pour te dire, parce que ce qui était plus dur avec mon père, c'est pas juste qu'il ne me supportait pas au hockey, c'est comment il nous élevait, comment il élevait ses enfants avec le ceinturon. Quand mon père nous battait avec le ceinturon, c'était pas 5 petits coups, c'était 50 coups qu'il nous donnait. 50, là. 5-0. Puis il les comptait. Puis si j'avais pas des A à l'école, 50 coups. Si mon comportement, c'était des C, parce que je parlais beaucoup, j'étais hyperactif, 50 coups. Si j'échappais la moindre petite affaire qu'un enfant normal fait, c'est 50 coups de ceinturon qu'il me donnait. Si on allait chez des amis, chez mon père, puis un moment donné, je donne un exemple là, de l'extrémité, comment que c'est. Un moment donné, on était chez un de ses amis qui s'appelait Framboise, son nom de famille. Puis en rentrant chez eux, il y a un piano qui est là, puis j'ai touché une note. Mon père, devant le gars, il a dit 50 coups de ceinturon qu'on arrive à la maison. Puis mon frère, on avait touché une note, puis on a mangé 50 coups de ceinturon pour ça. Moi, mon frère et ma soeur, on était assis. On a mangé 50 coups de ceinturon à tour de rôle. Puis ma mère regardait assis, puis on disait pas un mot. J'avais peur de mon père. Puis pour répondre à ta question, quand mon frère s'est marié, à son mariage, moi, mon père, mon frère, ma soeur, on est allé manger avec mon père, puis on s'est assis avec lui, puis on lui a demandé « Pourquoi tu nous as élevés comme ça? Pourquoi tu nous battais comme ça? » Puis mon père, puis on est plus vieux, on est des adultes, là. Puis mon père, il répond, puis il dit « Si j'avais su qu'un jour, vous me questionniez de la façon que je vous ai élevé, j'aurais dû vous battre plus. » Puis là, mon frère et ma soeur sont partis, c'était comme... Puis quelques années plus tard, je l'ai réconfronté par rapport à ça quand j'étais chez eux. Puis mon père, c'est un gars qui lit beaucoup, c'est un gars qui a 3 maîtrises, qui étudiait tout le temps. Là. Puis, à un moment donné, quand j'étais chez eux, ils m'ont montré un livre en psychologie, que lui avait lu un livre en psychologie pour élever des enfants, c'était quoi la meilleure façon. Puis le livre en psychologie parlait de passages comme quoi c'est important dans l'éducation que les enfants craignent leur père. Pour pas faire des... Tu sais, pour être dans le droit chemin. Puis lui, de la façon qu'il a décidé d'interpréter craindre, c'est en nous battant. Fait que tu sais, je sais c'est une logique qui est stupide. Livre, hein? C'est une logique qui est stupide, je sais, mais lui, c'est comme ça qu'il a rationalisé le fait. Il a été élevé comme ça. Puis là, il nous a élevés comme ça. Puis il dit, regarde aujourd'hui, mes 3 enfants ont réussi. Dû à la façon que je vous ai élevés. Parce que mon père, il disait toujours, aujourd'hui, les enfants... De façon générale, il y en a beaucoup qui sont mal éduqués. Il y en a beaucoup qui n'ont aucun respect envers personne, envers l'autorité, envers rien, et sont indisciplinés. Puis, écoute, des fois, il avait envie de battre des amis qu'on avait à la maison quand ils faisaient des choses que n'importe quel enfant ferait qui trouvait que c'était indiscipliné. Mais là, tu peux pas faire ça. Mais il a déjà battu mes cousins
Puis ça, je trouvais ça assez particulier que les parents des cousins qui étaient là, puis ils disaient pas un mot, mais mon père, c'était vraiment la terreur de la famille. Mais là, t'en ris, là, mais tu sais, le petit Georges, la dernière fois que tu l'as confronté, là, le petit Georges en toi, il aurait dit quoi, là? Moi, là, oh, man. Mais l'affaire, c'est un autre passage. La dernière fois que j'ai confronté, juste à dire un passage qui est fou, c'est quand j'avais 13 ou 14 ans, la dernière fois qu'il m'a... je travaillais dans un dépanneur, puis mon père, quand je travaillais au dépanneur, quand il partait le soir, il allait dormir chez sa blonde, puis des fois, j'en profitais pour sortir. Puis à un moment donné, il m'a dit qu'il s'en allait chez sa blonde, puis là, je suis sorti avec mes amis, puis quand je suis revenu, il était là. Fait que ça veut dire qu'il a collé mon bluff, puis il suspectait que je devais sortir le soir. Fait que quand je suis revenu à la maison, en montant les marches, il m'a lancé une chaise dans face, il m'a donné une coupure qu'on voit encore ici, en dessous du nez. Et quand je suis monté en haut, la chaise m'a lancé dans face, je l'ai montée. Puis il a commencé à donner des coups de poing dans le corps, mais je bougeais pas, je le regardais dans les yeux, comme ça, pendant qu'il me frappait. Puis là, je le regardais avec des yeux comme je vais le tuer. Puis mon père m'a demandé, il m'a dit, tu veux-tu te battre avec moi? Puis j'ai dit, la seule raison pour laquelle je veux pas te battre avec toi, c'est parce que t'es mon père, mais si je voudrais, je pourrais te tuer maintenant. Puis ça, c'est la dernière fois qu'il m'a touché. J'avais 13 ans. Puis tu sais, j'étais rendu développé, là, j'étais rendu gros et fort, mais tu sais, aujourd'hui, ça sert à rien. Tu sais, c'est comme, tu sais, je le sais comment il a été élevé. Tu sais, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des coachs de vie pour essayer de comprendre beaucoup de choses, pour le pardonner. J'ai passé des périodes de ma vie souvent à pas lui parler, pendant des années à cause dû à ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est des choses que je peux pas contrôler comment il était, puis je peux pas le changer aujourd'hui comment il est. Tu sais, c'est sûr que quand tu vieillis, tu changes, tu t'adoucis, c'est pas la même chose. Mais la seule affaire qui est triste, c'est que dû à le fait que j'avais peur de lui dans ma jeunesse, puis d'avoir été élevé dans le racisme, tu sais, j'ai pas eu de jeunesse vraiment. Tu sais, la jeunesse, tu t'amuses, puis c'est le fun, ici ou ça. Moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune pour acheter mon stock de hockey. Je travaillais tout le temps. Les jeunes jouaient. Puis j'ai joué dans la rue un peu au hockey aussi, mais tu sais, j'étais le seul qui coupait le gazon des voisins, pelletait de la neige. Je faisais des affaires qu'un enfant n'est pas supposé faire à cet âge-là. Puis je vais jamais revoir ces années de jeunesse-là. Quand un jeune est supposé juste s'amuser, rire, puis pas avoir peur, puis... tu sais, j'ai pas de regrets dans la vie parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, ça fait la personne que je suis aujourd'hui qui a réussi, puis que j'ai un innocent pendant 13 ans. Mais, tu sais, la vie, on en a juste une, hein? Ça va vite. Puis, je peux te dire qu'il y a 10 ans de ma vie que j'ai perdu. Tu sais, André Agassi a écrit un livre dans lequel il parle presque tout le long de ses rapports difficiles avec son père, qui est un bourreau avec lui. Ça fait beaucoup, beaucoup jaser. Et je pense que son père a dû être dévasté aussi, comme ton père l'a été. Puis quand il est rentré au Temple de la renommée du tennis, la première personne qui a remercié, c'est son père, en disant que sans lui, il ne serait pas là. Mais ça étonnait tout le monde parce que c'était tellement conflictuel. C'est quoi ton rapport avec tout ça maintenant? Puis tu l'as dit, il a fait de moi la personne que... Est-ce que tu dis oui, merci, grâce à toi, j'ai atteint la Ligue nationale, ou c'est comme, hey, regarde, j'ai atteint la Ligue nationale, mais j'avais pas besoin de vivre ça? OK. Pour répondre à... Je vais faire un parallèle avec ce que tu as dit par rapport à André Agassi puis le Temple de la renommée. Quand mes parents sont divorcés quand j'avais 13 ans, mes parents se battaient pour avoir la garde des enfants et ça allait d'un côté ou de l'autre, c'était compliqué. Puis le juge est venu me voir, puis il a dit, t'es le plus vieux des enfants, fait que je vais te laisser, peux-tu me dire avec qui ça serait mieux que vous allez vivre les enfants, là? Toi, ton frère et ta soeur. Ils me l'ont demandé parce que j'étais le plus vieux. Et mon père ou pas nous battait, là. Puis j'ai dit au juge, mon père. Parce que mon père, même s'il est très sévère, c'est une ligne droite. À l'école, on est vraiment bon à l'école, on est discipliné avec lui, il check les devoirs, il check tout. Puis l'autre affaire que mon père faisait, ça c'est fou ce que je vais te dire là, mais mon père, lui, il a toujours dit, il nous disait quand on était jeunes, que tous les parents qui ont des enfants qui sont gros, qui sont pas en forme, c'est des mauvais parents.
C'est de leur faute. C'est pas normal qu'un enfant ait de l'embonpoint. Fait que mon père nous a mis dans plein de sports quand on était jeunes, puis à chaque fin de semaine, il nous amenait dans une piste d'athlétisme, puis il nous obligeait à courir, puis il nous timait. Il fallait courir, là. Il nous faisait courir. Puis moi, toute cette discipline-là, même si c'était excessif, quand j'ai parlé au juge, j'ai dit qu'on allait avoir un meilleur avenir avec mon père qu'avec ma mère. Ta mère a dû perdre connaissance? Le juge, ma mère était sûre que j'allais choisir quand le juge a fait ça. Mais moi, même si mon père, je le détestais, j'avais peur de lui, pour notre avenir, je savais que ma vie aurait été dans un meilleur chemin si on vivait avec mon père qu'avec ma mère. Même si je le détestais. J'avais 13 ans quand j'avais... En as-tu parlé à ta mère? Tu as-tu expliqué? Oui. Puis, tu sais, ma mère, ça l'a blessé énormément, ça. Mais c'est pour répondre à ta question que, oui, sans la discipline de mon père, j'aurais jamais eu un national. Mais quand même, c'est tellement extrême que est-ce que ça valait le prix à payer? Je sais pas. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Mais la génétique, tous les camps d'entraînement, j'ai toujours été super fit, en forme. Je courais, les tests physiques que j'ai faits avec les Lynx de Saint-Jean en première année, Norman Flynn en parle encore, il dit, j'ai battu tous les records, il n'en revenait pas. De jeunes, tout le monde, il arrive de où, ce jeune-là? Mon père, je me souviens, à 7-8 ans, il m'inscrivait dans des 5-10 kilomètres. Tu sais, à la ville, là, des fois, à Tracy, quand il y avait des kilomètres au parc culturel où ce qu'on allait, puis j'étais le seul enfant qui était là, puis c'était des adultes. Puis il m'inscrivait là, puis après ça, il s'en allait. J'étais inscrit avec un dossard, il fallait que je cours à 10 km avec des adultes. J'étais un enfant, là. Ouais. Tu sais, des choses de même où... L'autre chose aussi, c'est qu'il m'avait acheté des skis de fond. Tu sais, quand tous les enfants font du ski alpin, moi, je faisais du ski de fond quand j'étais jeune. Puis il y a une piste à Tracy qui était la piste rouge. Il y a jaune, bleu et rouge. La rouge, c'était comme 15 km. Puis quand tu roulais sur la 30, pas loin de Tracy, tu pouvais voir la piste rouge qui passait à côté de la 30 avant de retourner dans la forêt. Fait qu'à chaque fin de semaine, l'hiver, je devais aller faire la piste rouge. Puis des fois, il allait sur l'autoroute pour être sûr que je l'ai vraiment fait. Ben, c'est parce que si tu faisais la jaune, c'est 50 coups. Oui, exactement. Non, c'est vrai. Oui. C'est vraiment ça parce que des fois, il checkait. Mais pour te dire à quel point, tu sais, pour lui, d'avoir des enfants fit en forme, fait que cette discipline-là a fait en sorte que, combiné à la génétique qu'on a en plus, fait en sorte qu'on a toujours été les trois des super athlètes. Puis c'est sûr que quand tu es un super athlète puis tu fais des sports, mais tu as un avantage physique sur les autres. Fait que oui, je peux dire aujourd'hui que même s'il était hyper sévère puis il m'a pas supporté dans le hockey, ben il m'a un peu, mais pas assez comme les autres. J'aurais probablement pas joué national sans son apport, oui, je peux le dire aujourd'hui. Puis ça a été comment la relation à l'âge adulte et plus tard? T'as toujours ton papa? Ou... Oui, mon père est toujours en vie à l'âge adulte. Comment ça va aujourd'hui? Ben aujourd'hui, ça va pas bien, je parle plus. OK. Il y a des périodes de temps, tu sais. Ouais. Des fois, j'y parle, puis là, il arrive des événements qui font en sorte que là, j'y parle plus pendant une couple d'années. Là, j'y parle pas, je sais pas combien d'années que ça va durer, mais c'est juste que la vie est tellement courte que quand quelque chose te cause du stress, des fois, c'est mieux, parce que le stress, c'est tellement acidique que c'est mieux des fois de juste laisser le chaud reposer, puis après ça, sans que ça cause trop de stress pour pas t'affecter. Je comprends. On va y aller avec les faux. On va passer à Il n'y a pas de problème. une phase plus... En tout cas, c'est ta vie. Et Ouais. là, est-ce que tu es arrivé à l'aréna en motocross ou tu étais un peu plus vieux? Non, là, c'est en bicycle. C'est Ça, combien de temps en vélo pour te rendre à l'aréna? Ça, c'est l'aréna au 100 à Tracy, c'est à peu près une demi-heure. Une demi-heure de Ouais, de vélo. Ouais, De de vélo. puis tu tombais souvent ou tu t'es rappelé d'une fois où tu es tombé dans la... si ça glisse, quand ça glisse, oui. Avec un Les sac. parents riaient de moi, là. Ouais. Moi, j'ai un sac, tout ça, là. Ça, c'est à l'aréna, là, au 100, là, à Tracy. Ça, peut-être qu'il était là, vu je pense que c'est lui qui a pris la photo, mais je suis pas sûr à 100%. Je me souviens pas à 100%, mais c'est une photo. C'est parce que l'affaire, c'est que vu qu'il venait jamais, j'ai 2 photos de hockey quand j'étais jeune, c'est tout. Ouais. C'est les seuls. Parce qu'ils venaient pas. Tu sais, le monde en ont plein. Ouais. Puis quand le monde me demande des photos d'enfance quand j'étais jeune, j'en ai 2.
une photo d'équipe, je pense, puis, tu sais, c'est comme, j'ai pas de souvenir, j'ai rien, tu sais, de ça quand j'étais jeune. Fait que celle-là, j'ai toujours eu dans les archives, puis je me souviens pas si c'est lui qui l'a pris ou quelqu'un d'autre, mais tu vois l'équipement. Eh oui, c'est d'époque. C'est Ça, d'époque. c'est tout égagé, l'équipement là, que j'avais. Ah oui? Tout ce qui est là. Ouais, j'allais dans Pourtant, avec un les père bazars des ingénieur, affaires. là, puis- Oui, mais il voulait il voulait pas que je joue. il payait pas, ouais, c'est Fait ça. que j'allais dans les... tu sais, puis de toute façon, il connaissait pas l'équipement de hockey, rien. Là. Ouais. Puis ça, c'est toutes des affaires usagées que je prenais. Des patins mous usagés qui étaient déjà cassés. Puis tout ça, mais tu sais, c'était mieux que rien. Bon. Ouais. Ça, c'est le repêchage. Quand j'ai été repêché en 95 par les Oilers d'Edmonton en deuxième ronde. Ça aussi, c'est quand même quelque chose. Qui était là? Tiens, par curiosité, est-ce que ta mère, ton père? Non, il y a juste... Mon père est venu. C'était où? Il voulait à Edmonton en plus. OK. Fait qu'Edmonton, Ton père est venu. Oui, tous les choix d'Edmonton. Parce que là, quand tu es repêché à la Ligue nationale, là, c'est comme... Toute ma vie, j'ai dit que j'allais jouer là, mais là, c'est là qu'ils ont compris que ça peut être... Là, c'est une vie. Je peux vivre de ça, là. Puis d'ailleurs, j'ai gâté toute ma famille quand j'ai joué à la Ligue nationale. Mon père, j'ai acheté plein de choses. Une voiture, ma mère une maison, mon frère une maison, une voiture. Bref, j'ai gâté tout le monde, mais ça pour te dire que c'est là vraiment que ça commence. T'es repêché en 95, puis là, le travail commence parce que être repêché, t'es quand même loin de la Ligue nationale, mais 34e au total, c'est très tôt. Puis je savais qu'en restant, tu sais, en continuant à m'entraîner, puis en restant très en forme, j'aurais des bonnes chances de passer à la Ligue nationale, mais j'ai jamais pris pour acquis que ça allait être facile. La prochaine? Ça, c'est mon premier tour de chapeau dans la Ligue nationale. Je pensais que tu allais dire ton premier but, mais non, ton premier tour du chapeau. Ouais, 21 février 2020. Ça, c'est Boyd Devereaux qui est là. J'ai 2 buts dans le match, un combat, parce qu'un tour du chapeau à la Larac, c'est 3 buts puis un combat. Je m'étais battu avec Steve McKenna et là, il reste 1 minute au match, puis là, la foule elle chante pour que j'embarque sur la glace. Cavano, c'est le coach. Puis il dit désolé, Georges, il faut que je mette le trio défensif. J'ai dit bon, j'ai deux buts, un combat, j'ai quand même la première étoile pareil, dans ma tête. Là, Yanni Nenema marque, il reste comme 30 secondes au match. Il marque dans un filet désert, fait qu'il remet notre 4e trio sur la glace. Puis c'est là qu'il remet. Stéphane Fiset revient dans le but parce que là, le match est fini. Puis avec 30 secondes à jouer, le puck, ça va dans le fond de la zone. Puis après ça, Jim Dowd, Boyd Devereaux, ils ont le puck. Ils me font une passe. Aki Bird est devant moi, où est-ce que t'es à peu près. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je fais Spinorama à la demi-saveur devant lui. Puis je me retrouve devant Stéphane Fiset, je fais un backhand, puis je score. J'ai capoté de même parce que c'est quoi les chances avec Stéphane Fiset qui revienne dans le net? Il reste 30 secondes à la game que je score. Fait que j'ai patiné au banc, j'étais en train de devenir fou, j'en revenais pas. Hey, mais j'ai un tour de chapeau dans la Ligue nationale. Il y a tellement de joueurs qui n'en ont jamais eu. Puis après la game, Wayne m'a appelé. Félicitations, Georges. Il t'en reste 49 pour battre mon record. Puis j'ai dit, Wayne, je te jure, ton record, il est safe avec moi. Je le battrai jamais. Mais tu sais, j'oublierai jamais ça, C'est un cette journée-là. snoro pareil, toi. Hein? De te rendre à l'aréna à 7 ans, en vélo, avec un père qui veut pas que tu joues au hockey, puis tu t'en vas compter 3 buts avec les Oilers d'Edmonton. Ah, man, c'est fou, c'est incroyable. Ça se peut pas. Puis ces games-là étaient toujours à 10 h le soir parce que le décalage, en morale, tu rachetais 2 h, mais tu sais, c'est fou, ça, là. 2000. 21 février 2000. Tu sais, j'avais 24 ans, là. C'est incroyable. J'en reviens pas. J'oublierai jamais ce moment-là. Cette photo-là, j'étais en extase. Je patinais aussi vite que McDavid. J'ai jamais patiné à cette vitesse-là. Ça, c'est ton meilleur moment. Tu sais, parce que t'étais moment. défini par tes bagarres, mais c'est le tour du chapeau qui... Non. Moi, mes bagarres, fuck that. Moi, les bagarres, c'était ce qu'il fallait que je fasse pour être là. Ouais. Mais j'étais bien plus content de marquer des buts j'espère. que me battre. C'est sûr, se battre, c'était ma job. Puis tout le monde veut toujours me parler de ça quand je les vois parce que le monde capote. Ils regardent mes combats, ça. Moi, je suis comme... Si le monde me pose des questions, je réponds, mais j'ai aucun enthousiasme, là. J'ai jamais eu une conversation avec quelqu'un. Ah ouais, j'aimais ça. Ah, lui, j'ai donné une volée. Non, jamais. Mais je déteste parler de ça. Ça t'arrive-tu de rencontrer du monde? Puis la première affaire qu'ils vont dire, hey, toi, ton tour du chapeau. C'est très rare. C'est très, 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 très rare. C'est plate pareil. Ça arrive du monde à Edmonton qui était là, c'était une journée-là, qui disent j'étais là la soirée où c'était ton tour du chapeau. C'était tellement touchant. Parce qu'il y a du monde qui pleurait dans les estrades là, quand ça s'est arrivé. Puis j'ai encore l'affiche
qu'il y a Power 92 dans ce temps-là, une radio qui avait une grosse affiche qui a fait signer le monde dans les estrades un mot, félicitations pour le tour de chapeau que j'ai encore gardé. Puis, bien entendu, le trophée du 3e but et tout. C'est vraiment Là, incroyable. à ceux qui nous écoutent, là, quand vous croisez Georges, là, s'il vous plaît, parlez-y de son tour du chapeau la prochaine fois. C'est clair? C'est bon? Prochaine? Ça, c'est fou, ça, parce que ça, c'est le film Goon que j'ai tourné. Ouais. Ça, c'est Goon 1. Ben, je suis dans Goon 1, Goon 2. Puis lui, Schreiber, on se parle de temps en temps, c'est vraiment un bon gars. Puis c'est dans la première scène dans Goon que tu peux voir, il me donne une volée, puis je perds une dent. C'est l'opening, c'est la scène d'ouverture de Goon 1. Puis ce qui est fun dans ça, c'est que lui, il s'est entraîné pour faire ce film-là. Il a appris à patiner beaucoup pour ce film-là. Puis il a regardé beaucoup de vidéos de moi, Probert, puis des gars de même pour apprendre comment se battre. Sean William Scott, qui est le gars contre qui se bat, là, dans le film, lui, il avait des doubleurs pour tout parce qu'il s'était pas entraîné comme lui pour patiner. Fait que même dans ce film-là, dans Goon 1, quand je me bats avec Sean William Scott, souvent la doublure, elle embarque dans le combat quand on n'a pas besoin de voir sa face parce qu'il n'y a aucun équilibre sur ses patins alors que lui, il savait vraiment patiner. Un vrai professionnel. Ouais, un vrai. Mais c'était vraiment le fun de tourner ça. C'était à Winnipeg qu'on a fait ça, puis c'était des jours de tournage. La prochaine. Ça, c'est... la raison pour laquelle j'aime ça partager ça, c'est que, tu vois, j'ai comme un sourire. C'est quand même Eric Goddard, qui a des pitofs de la Ligue nationale, puis à un moment donné, après une couple d'années dans la Ligue, quand j'ai commencé à me battre, puis se battre, c'est comme un art, j'ai commencé à comprendre que quand tu souris comme ça, au lieu de faire une face de bœuf, quand tu vas te battre, ça fait peur à l'adversaire. Parce qu'il est comme, ça montre une confiance, une confiance accrue que t'as, qui fait en sorte que le gars, il est comme, man, pourquoi il est pas nerveux de même? Pourquoi il est si confiant que ça? Parce qu'on est toujours nerveux dans un combat, mais de le cacher avec un sourire, le combat était déjà fini. Fait que c'est pour ça que j'aime ça montrer ça, parce que après une couple d'années, quand j'étais reconnu comme un numéro de la Ligue, je faisais tout le temps ça. Okay. Je souriais tout le temps pour énerver mes coéquipiers. Fait que c'est pour ça que tu as choisi... Pas mes coéquipiers, mais mes adversaires. Ouais, c'est pour ça que tu as choisi 2 photos de bagarre. Parce que je me demandais, j'ai dit, y en a-tu une qu'on prend plus que l'autre? Je sais pas si l'autre est passé ou on... Ouais. Oui, mais même chose. La même chose? Oui, pour montrer le sourire, tu sais. Garde le sourire. C'est comme si c'était un photo shoot. Ouais. Tu sais, avec une rondelle, avec nouveau chandail de l'équipe, tu souris de même. Tu souris pas comme ça avant un combat. Mais lui, là, il regarde ce sourire-là, il est comme, pourquoi il sourit comme ça? Ouais. Tu comprends? Est-ce que j'ai l'air de... Oublie le gars qui est là. Si tu regardes cette face-là, tu penses-tu que je m'en vais me battre? Ben, moi, si tu te bats contre moi, même si tu souris pas, je vais avoir peur pareil. Oui, je comprends, mais là, on s'entend. Je me bats contre des heavyweights. Ouais. C'est tout des heavyweights. Il n'y a aucun lightweight contre qui je me bats dans la classe dans laquelle que je suis. Puis quand tu souris de même devant un heavyweight, il est énervé. Il capote, puis il shake plus, il a peur. Parce que ça montre un excès de confiance. Ça, c'était pour jouer dans sa tête psychologiquement. C'est pour ça que je faisais ça. Là, tu m'as montré des photos de combat. On a vu ton tour du chapeau. Je vais profiter du fait que tu sois dans un uniforme du Canadien pour te parler de ton dernier but en carrière, qui est très important et qui va au-delà du sport. Ouais. Peux-tu peut-être nous raconter le contexte dans lequel tu as marqué sur la glace et le contexte global après? Avec le Canadien de Montréal, quand je suis arrivé, c'est fou parce que j'ai jamais été blessé vraiment en carrière, mais là, première pratique avec le Canadien de Montréal, puis ça, c'est après. Tu sais, quand j'ai essayé avec le Canadien, bonne forme, test physique, puis tout ça, tout était correct. Mais première pratique, là, j'ai mal au dos, comme mon corps se lâche, j'ai mal partout, puis je comprends pas pourquoi. Je vais voir un médecin, puis là, le trainer, il est comme, j'ai mal à l'aine, j'ai mal au dos, qu'est-ce que j'ai? Tout lâche. Puis quand je vais voir un médecin pour faire un MRI, hernie discale. Puis là, il dit opération, 1 an et demi de convalescence, ta carrière est 1 an et demi? Oui, c'est opéré au dos. À l'âge que j'avais là, ma carrière est finie, là. Là, je suis comme, c'est quoi l'alternative? Cortisone. Fait que j'étais là, est-ce que, j'ai pas joué pour le Canadien encore, je viens d'être là, est-ce que ma carrière est finie ou je prends de la cortisone pour pouvoir jouer? OK? Vu qu'on est des joueurs de hockey, puis on est des caves, puis on s'en fout des dangers de nommer toutes les blessures, toutes, j'ai pris de la cortisone pour nommer
mon mal de dos et tout. Personne ne le savait au début. C'est pour ça que j'ai joué juste 60 games en 2 ans avec le Canadien. Je prenais des pilules de cortisone pour nommer mon disque, un unit disque, là. Puis j'en ai eu 2. La deuxième année, j'en ai eu un autre tellement que, à force de jouer avec ça, fait que j'ai joué pas beaucoup de games. C'était plate. Puis dû à ça, parce que l'année d'avant, à Pittsburgh, j'ai gagné quand même le King Clancy Trophy. Le trophée King Clancy, c'est donné aux joueurs qui montrent le plus de leadership en dehors de la glace et leadership sur la glace. C'est quand même Crosby, Malkin, c'est ces gars-là qui ont voté, puis j'ai gagné ça. T'as montré que j'avais quand même un apport au jeu qui était bon, mais à mon âge, j'étais toujours blessé. Fait que bref, ma production a été la plus faible qu'elle a été dans toute ma carrière, due à mes années discales. Fait que le fameux match que j'ai joué après la tragédie contre Dallas, tragédie qui est arrivée, le tremblement de terre en Haïti, j'ai prié cette game-là si je pouvais marquer, parce qu'on a fait un moment de silence avant pour toute la diaspora haïtienne ou qui connaissent, qui ont perdu des êtres chers en Haïti et tout ce qui est arrivé. J'ai prié à Dieu ce match-là que je puisse marquer pour pouvoir le dédier le but au peuple haïtien. Puis dans une victoire contre Dallas, j'ai marqué, j'ai regardé au ciel, puis c'était tellement touchant parce que c'était mes buts les plus importants de ma vie parce que j'ai pu le dédier au peuple haïtien. Puis pas longtemps après, quand j'ai été libéré par le Canadien de Montréal, avec l'association des joueurs, j'ai levé plusieurs millions pour reconstruire l'hôpital Grâce pour enfants à Port-au-Prince. D'ailleurs, j'avais amené Piquet Souben avec moi une fois. J'ai été 4 fois en Haïti depuis la tragédie, puis faire quelque chose de concret du pays d'origine où mes parents sont nés. Fait qu'on dit que tout arrive pour une raison. Puis ça, ben, c'est sûr qu'avec le but et tout, c'est un moment que j'oublierai jamais. Puis c'était ton dernier match? Ouais, non, c'est un de mes derniers matchs, le match que j'ai marqué un but. Mon dernier match, je pense que c'était contre les Rangers à New York. Ça, je pense que c'était mon dernier match, quelques matchs après. Puis après ça, j'avais été libéré. Mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs après ce but-là. Là. Non, exactement, il n'y en a pas eu beaucoup. Okay. Georges, écoute, c'était fascinant. Merci beaucoup d'être ouvert comme ça. D'être qui tu es, dans le fond, c'est authentique et transparent. Je te retiens encore quelques minutes pour nos abonnés, pour des petites questions éclairs. Pas de problème. Merci. Ma ville favorite, Stockholm. Oh. Quand j'ai joué là-bas, en Suède, c'était incroyable. Personnage avec qui tu aimerais passer une soirée, un moment? Michael Jordan. Ah, OK. J'étais à côté de la trappe. Ce film-là, là, le soundtrack et tout, Les Misérables, c'est un chef-d'œuvre exceptionnel. Des fois, je vais louer une salle l'après-midi tout seul pour aller chanter. Ils voulaient déporter tout mon groupe au Canada à cause de la connerie que j'ai faite. Ouais.